on a le taux de carbone organique. Et ben, Pierre va un peu plus loin et il est capable, notamment grâce à la technique Procéval, dont Olivier vous a parlé tout à l'heure dans Terminus, de regarder, de découpler un petit peu le carbone stable du carbone plus actif qui va faire de la fertilité. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'en serais bien incapable. Et Pierre, donc, merci d'être là ce soir et je te laisse la parole pour ton intervention. Merci Lionel pour l'introduction et bonsoir, bonsoir à tous. Alors, spécialiste national, je ne sais pas, il y a quand même pas mal de monde sur le carbone. Donc il y a plusieurs spécialistes nationaux. Donc voilà. Mais bon, effectivement, je travaille sur le carbone du sol. Donc, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille au laboratoire de géologie à l'École normale supérieure à Paris. Et donc voilà, vous avez mon adresse mail ici si vous voulez poser des questions, revenir vers moi pour discuter. Alors, si jamais vous avez des questions de compréhension au cours de ma présentation, moi je ne peux pas voir le chat, donc n'hésitez pas à écrire dedans. Et puis Lionel, tu me transmets voilà, s'il y a besoin d'interrompre la présentation. On n'interrompra pas ta présentation, mais on les posera à la fin. On se laisse 10 minutes à la fin. Voilà. Ok, impeccable. Donc moi, je vais vous parler de l'évolution des stocks de carbone organique dans les sols agricoles avec un exemple et un focus évidemment sur l'enherbement des vignes. La première chose, c'est qu'est-ce que le carbone organique dans les sols? Alors déjà, le premier point, c'est que parfois, on parle plutôt de matière organique que de carbone organique, et il y en a sans doute parmi vous pour lesquels ils sont plus familiers avec, quand on parle de teneur en matière organique plutôt qu'en carbone organique. Mais en fait, ce qui est mesuré actuellement par les laboratoires d'analyse, c'est les teneurs de carbone, et après, il y a un coefficient qui est affecté à ces mesures de carbone organique pour transférer ça en matière organique. Donc moi, je vais parler carbone organique, et donc si vous voulez revenir à des teneurs en matière organique, il faut multiplier par 1,7 à 2 suivant les méthodes. Alors, où est-ce qu'il est ce carbone organique dans les sols? Alors, il peut être sous différentes formes. Précédemment, on vous a parlé des micro-organismes des sols, donc il y a de la matière organique qui est vivante, avec notamment tout ce qui est micro-organismes, mais également après des organismes un peu plus gros, mais quand même le gros de la troupe, c'est de la matière organique sous forme de bactéries, champignons et archées. Il y a également la matière organique qu'on peut trouver sous forme de débris végétaux. Donc, c'est des débris qu'on va pouvoir reconnaître à l'œil nu, donc des morceaux de racines en décomposition, des feuilles, des tiges en décomposition qu'on va pouvoir trouver dans les sols. Dans certains sols, on va trouver aussi des matières organiques pyrogéniques, donc c'est-à-dire issues de la combustion incomplète de végétaux le plus souvent, qui vont pouvoir être reconnaissables à leur couleur très, très sombre. Il va y avoir aussi beaucoup de matières organiques qui vont être associées aux minéraux. Et donc, cette matière organique associée aux minéraux qui donne cette couleur sombre au sol vont être soit d'origine microbienne, soit d'origine végétale directement. Et c'est principalement de la matière organique qui est d'origine microbienne, c'est-à-dire qu'il va y avoir des débris végétaux qui vont arriver, qui vont être consommés par les micro-organismes du sol, qui à leur tour vont former des matières organiques, des composés organiques, qui vont interagir avec la matrice minérale du sol. Alors, si on regarde de manière un petit peu quantitative ce qu'on peut avoir dans les sols, finalement, cette matière organique associée aux minéraux va être la principale quantité de carbone organique qu'on va trouver dans les sols. Alors, vous voyez les fourchettes qui sont indiquées ici, donc c'est des ordres de grandeur. Il y a aussi une variabilité qui est assez importante. Donc, si on parle par exemple de la matière organique d'origine pyrogénique, il y a tout un tas de synthèses qui sont faites régulièrement, parce que c'est un sujet qui est assez chaud actuellement. Donc, on arrive avec des valeurs moyennes entre 10 à 20% dans les sols, et entre 1 et 30, parce qu'évidemment, il y a des écosystèmes qui brûlent très souvent, et donc dans lesquels il y aura pas mal de carbone d'origine pyrogénique, et des sols qui brûlent très rarement.
où là, il y aura beaucoup moins de matière organique pyrogénique naturelle. Sur la matière organique vivante, c'est bon, en gros entre 2 et 10%, avec une moyenne à 5% environ. Sur les débris végétaux, là aussi, on a une grande variabilité. Donc, si on est dans des sols de type forêt ou prairie, on va avoir une contribution assez significative à la teneur totale en carbone organique de ces débris végétaux, de matière organique particulière, donc on peut reconnaître à l'œil nu. Euh, et inversement, si on est dans des sols agricoles avec assez peu de restitution, on va avoir des teneurs en matière organique particulière qui vont être assez faibles. La principale partie du carbone organique dans les sols est constituée par les molécules qui interagissent avec la matrice minérale. Donc là, ce qui est indiqué entre 60 et 95%, donc c'est une fourchette qui est assez large, mais dans des sols avec peu de restitution, on peut effectivement avoir des valeurs qui avoisinent 95%, donc quasiment l'intégralité du carbone organique qui se trouve sous forme de molécules associées avec la matrice minérale du sol. Alors, d'où vient-il ce carbone organique dans les sols? Il peut rentrer dans le sol de différentes manières. Alors, il y en a une partie qui est déjà dans le sol, dans la roche, dans le matériau parental dans lequel se forme le sol, mais à part dans quelques dépôts sédimentaires particuliers, cette contribution initiale est très très faible. Et donc, initialement, quand le sol se forme, on part de stocks, de teneurs en carbone qui sont proches de zéro. Et pourtant, actuellement, dans les sols, on va en voir tout à l'heure, mais les teneurs en carbone organique, typiquement, dans un sol agricole, c'est autour de, 1%, c'est une valeur un peu basse, mais on peut être à 1%, et dans les horizons surface dans les forêts ou les prairies, on peut facilement être à 5 ou 10% de carbone arrive-t-il dans le sol, mais il y a différentes origines. La plus grosse partie du carbone des sols est en fait du carbone qui est d'origine racinaire. Et donc, c'est du carbone qui rentre dans le sol sous forme de litière racinaire ou aussi des exudats racinaires, parce qu'il y a une partie de la photosynthèse, du carbone fixé par les plantes, qui est relâché au niveau des racines sous forme de petits composés d'exudats racinaires. Ça peut être l'ordre de grandeur, ça peut être 10-20%, donc c'est quand même significatif. Et donc, c'est une entrée importante de carbone au sol. En plus, il y a des travaux qui suggèrent que le carbone d'origine racinaire a un temps de résidence dans le sol un peu plus long. Donc non seulement c'est un vecteur majeur d'entrée de carbone dans le sol, les racines, mais en plus ce carbone persisterait plus longtemps dans les sols. On a aussi du carbone organique qui arrive dans les sols, dérivé de la litière aérienne. Donc là, on peut avoir de la litière aérienne, donc des feuilles ou des tiges qui vont, à la mort de ces organes, arriver à la surface du sol et former un tapis de litière, plus ou moins épais. Et donc, sous l'effet de la pluie, on peut avoir des molécules organiques qui viennent de cette litière aérienne qui vont rentrer dans le sol avec l'eau de pluie. Ça peut être dissous, ça peut être aussi de la matière organique à morceaux un peu plus gros. Mais pour la matière organique sous forme de litière qui est à la surface du sol, un vecteur important pour l'entrée dans le sol, c'est le travail de la faune du sol et donc notamment des vers de terre. Donc il y a une classification fonctionnelle des vers de terre avec différents types, avec des vers de terre qui vivent essentiellement dans la litière aérienne, donc les vers de terre épigés, donc sur ils ne vont pas rentrer de carbone dans le sol. Ensuite, il y a les vers de terre dits endogés, donc là, vous voyez, eux, ils vivent plutôt en profondeur et remontent rarement à la surface. Ah, est-ce qu'il y a que moi qui ai perdu Pierre ou... Non, moi aussi. Aïe. Alors, Moi aussi. Pierre, tiens, je vais essayer de l'avoir parce que je suis pas sûr qu'il ait un retour. Attends.
Il est toujours vivant, je l'ai au téléphone. Ne vous inquiétez pas. OK, on va tout mettre. Voilà. Donc Olivier, tu leur donnes les droits? On t'a perdu depuis 30 secondes, hein, donc c'est sur les apports de matière organique. Voilà. On te retrouve, on te laisse partager et on continue, comme si de rien n'était. Voilà, Bon, bah, désolé, les aléas du direct. Euh, c'est ça. du coup, désolé, donc j'en étais là, je vous avais fait les vers de terre. Oui. Ok. Et donc, un autre moyen de rentrer du carbone dans le sol, c'est aussi un enfouissement qui peut être donc par l'activité des vers de terre, mais qui peut aussi être par le labour. Donc tout ça fait que le carbone rentre dans le sol. Ce qu'on voit aussi, c'est que le carbone du sol, il va rentrer donc soit via les racines, mais il y a plus de racines vers la surface du sol qu'en profondeur, donc ça fait des entrées plutôt proches de la surface. Quand on vient de l'eau de pluie qui percole à travers la litière, c'est aussi plus chargé en surface qu'en profondeur. Et les vers de terre, ils vont quand même, bon, même s'ils peuvent aller profond, ils restent quand même au voisinage de la surface. Et donc, on a beaucoup plus d'entrées de carbone vers la surface, et c'est ça qui explique le profil de distribution du carbone dans le sol, avec beaucoup plus de carbone en surface et une décroissance vers la profondeur. Alors, est-ce qu'on parle de teneur ou de stock de carbone organique dans les sols? Donc, les deux sont intéressants, mais ce qu'on va avoir comme mesure un peu immédiate quand on fait une analyse de terre, c'est donc on récupère du sol, on le tamise à 2 mm. Au-dessus de 2 mm, c'est les éléments grossiers, en dessous de 2 mm, c'est la terre fine. Et ce qui va être déterminé par les laboratoires d'analyse de sol, c'est la teneur de carbone organique dans la terre fine. Alors, une fois qu'on a ça, donc ça c'est une valeur qui est tout à fait intéressante, mais si on veut parler de stock de carbone, il va falloir multiplier cette teneur en carbone par la masse de sol qu'on va avoir dans la couche de sol considérée. Donc, si on travaille sur les 10 premiers centimètres, c'est la masse de sol dans ces 10 premiers centimètres, dans les 30 premiers centimètres, la masse de sol dans ces 30 premiers centimètres. Et donc, cette masse de sol, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va calculer le volume de sol qui est concerné. Donc là, typiquement, on peut parler soit par mètre carré ou par hectare. Dans la suite, je vous parlerai par hectare. Donc, on considère le volume de sol qu'on a dans les 30 premiers centimètres d'un hectare. Et ce volume, on le multiplie par la densité apparente, la masse volumique de la terre fine dans ce sol. Et donc, ça nous permet de revenir au stock de carbone. Donc, il y a quelque chose qui est important, c'est que ce stock de carbone organique, c'est le stock organique dans la terre fine. Donc, si on est dans un sol, donc bon, moi je travaille pas mal en grande culture, bassin de Paris, là on a très peu d'éléments grossiers. Et donc, on a des densités l'ordre de 1,2, 1,3. Mais si on. Donc, je connais évidemment pas chacun de vos vignobles, mais souvent en vigne, on a quelque chose qui est beaucoup plus caillouteux. Et donc, les stocks de carbone se calculent un peu différemment. Déjà, c'est beaucoup plus dur à calculer, enfin à mesurer, parce que creuser dans un sol caillouteux, c'est plus compliqué. Mais en plus, déterminer la masse volumique de la terre fine dans un sol où il y a énormément d'éléments grossiers, c'est beaucoup plus difficile. Et ça fait baisser aussi les stocks de carbone, puisqu'on peut avoir une densité de terre fine qui est à 0,5 si on a énormément de cailloux, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas forcément en faveur pour les stocks de carbone des systèmes en vigne, du fait de la présence d'éléments grossiers en quantité importante. Donc voilà, donc dans la suite de l'exposé, je parlerai de temps en temps en teneur, de temps en temps en stock. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, en fait, il y a cette mesure qui est importante, c'est la densité apparente, mais qui n'est pas évidente toujours à déterminer, surtout dans les sols très, très caillouteux.
Alors, j'ai promis de parler de l'évolution des stocks de carbone organique dans les sols. Alors, qu'est-ce qui détermine l'évolution du stock de carbone organique dans les sols? Eh ben, finalement, c'est un système qui est assez simple. Le stock, il va augmenter si les entrées sont supérieures aux sorties, et il va diminuer si les sorties sont supérieures aux entrées. Donc ça, c'est voilà. Maintenant, il faut savoir ce qu'on met derrière les entrées et les sorties de carbone. Alors, les entrées de carbone dans un sol en général et dans un sol agricole en particulier vient essentiellement des entrées de litières aériennes et racinaires. Et notamment, comme je vous l'ai dit, des entrées de carbone racinaire. Ce qu'il y a aussi, c'est tout ce qui est amendements organiques, qui vont être des entrées de carbone qui peuvent être tout à fait significatifs, là, plutôt dans dans les zones cultivées. Pour les sorties de carbone, le gros flux, c'est vraiment la respiration des micro-organismes du sol. Micro-organismes du sol qui sont en partie hétérotrophes, vont utiliser l'énergie qui est dans la matière organique du sol, euh, et ça va être aussi une source de matière et d'énergie, donc ils vont utiliser cette matière organique du sol, et une partie va être respirée. Donc de la même manière que nous, ben, on peut manger de la nourriture, du pain, de la viande, enfin ce qu'on veut, et on va utiliser l'énergie qui est contenue dans ces aliments via la respiration, donc on va respirer sous forme de CO2. Ben, les micro-organismes du sol, c'est pareil, sauf que eux, leur pain ou leur beefsteak, ben, c'est la matière organique du sol. Et donc, c'est le flux de sortie qui est le plus important pour le carbone organique du sol. On a d'autres flux qui peuvent être assez substantiels ou négligeables suivant les écosystèmes dans lesquels on travaille. Donc, il va y avoir le flux de carbone qui va être emporté par l'eau, qui migre vers la profondeur. Sur le lessivage, ça c'est un flux qui est quand même assez faible en général. On a un flux d'érosion qui lui peut être assez faible si on est sur une zone plate, où on a un sol qui a une bonne cohésion, mais qui peut être tout à fait significatif dès qu'on est en zone avec de la pente, surtout si on a des sols nus, et encore plus si on a un sol avec une cohésion qui est limitée. Et donc, sur les vignobles, c'est des systèmes où on peut avoir des pertes de carbone par érosion, qui là, pour le coup, sont tout à fait significatives. Alors, on peut modéliser ce système, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais si on veut considérer un stock de carbone à l'équilibre et qu'on considère les entrées de carbone et les sorties de carbone par respiration des micro-organismes, on a ce stock de carbone à l'équilibre qui est égal aux entrées de carbone divisé par le coefficient de minéralisation de la matière organique du sol. Donc ça, c'est une version simplifiée, mais bon, qui marche quand même et qui est utile pour illustrer. C'est-à-dire que le stock de carbone à l'équilibre, il sera toujours plus élevé quand les entrées sont augmentées. En minéralisation, c'est plus difficile de jouer sur le coefficient de minéralisation. Mais donc bah là, s'il est plus petit, le stock serait plus élevé, mais en fait, la majorité des pratiques dites stockantes vont jouer sur ce volet-là, sur ce volet input pour entrée. Et donc, en augmentant les entrées de carbone, on va augmenter le stock de carbone. Donc, si on regarde à l'échelle de la France, comment ça se passe, donc il y a des travaux qui sont menés par le réseau de mesure de la qualité des sols. Donc c'est basé à Orléans, c'est l'unité InfoSol, Info et Sol maintenant, qui opère ce réseau. Donc, vous avez peut-être entendu parler avant, parce que c'est aussi très utilisé bah, à Dijon pour tout ce qui est effet sur la microbiologie des sols. Et donc, ça a été aussi utilisé pour donner des valeurs typiques de stock de carbone dans les 30 premiers centimètres en France métropolitaine. Donc, j'ai pris cette illustration sur le site du GIS Sol. Vous pouvez y aller, il y a tout un tas de ressources sur ce site.
Et donc, ce qu'on voit, c'est donc les forêts et les prairies, des stocks de carbone bien plus importants qu'en verger et culture et qu'en vigne. Et pour les sols artificialisés, bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de données dans la RMQS sur les sols artificialisés, mais en plus, c'est très variable, donc c'est difficile de donner un chiffre. Donc là, ce qu'on voit, c'est que là où il y a des entrées de carbone significatives dans les prairies et les forêts, on a des stocks plus élevés. Viennent ensuite les vergers et les cultures, et les vignes avec un stock qui est plus bas. Alors, il y a une quarantaine de points en vigne dans le RMQS. Je pense que quand Ecovitisol aura terminé son Tour de France dans 15 ans, on aura des valeurs un peu différentes sur les vignes, parce que quand on est sur des vignes enherbées, vous verrez tout à l'heure, je pense qu'on peut, suivant les zones, dépasser cette valeur de 35 tonnes par hectare, qui est une valeur qui, à mon avis, enfin, voilà, qui est plus représentative des vignobles du sud de la France, moins enherbés, et aussi assez caillouteuse, qui, comme j'expliquais tout à l'heure, mécaniquement fait baisser les stocks de carbone. Donc pour les vignes, je pense qu'on a aussi quelque chose qui est variable, mais ça, on verra bien dans la suite d'Ecovitisol. Alors, comment faire évoluer les stocks de carbone entre deux niveaux d'équilibre? Donc là, j'ai illustré avec une pratique délétère pour le stock de carbone organique dans un sol. Et donc la pratique en agriculture, qui est voilà, la plus délétère pour un stock de carbone organique, c'est quand on passe d'une prairie. Donc là, j'ai pris la valeur qui est telle qu'elle était indiquée dans la moyenne pour la France. Et en un certain nombre d'années, si on la retourne et qu'on passe une culture céréalière assez intensive, on va décliner vers l'autre valeur d'équilibre pour les cultures en France, environ 50 tonnes à l'hectare. Donc c'est une évolution qui se fait très lentement. Ça, c'est aussi un autre point important sur le carbone et qui peut être un peu frustrant pour les acteurs, c'est que un stock de carbone, ça évolue lentement. Donc c'est difficile de voir un signal avant 5 ans, quand on met en place des pratiques vertueuses, et donc maintenir les pratiques et avoir de la patience pour espérer voir quelque chose quand on travaille sur le stock total de carbone. Là, en l'occurrence, c'est plutôt bénéfique, puisque ça va prendre plusieurs décennies pour baisser jusqu'à cette valeur classique de sol cultivé en France. Donc ça, c'est le cas d'un retournement de prairie, où ce qu'on va avoir, c'est beaucoup moins d'entrée de carbone sur une prairie que dans un cas de parcelle cultivée en moyenne. Et donc, on va avoir ce déclin du stock de carbone dans les sols. Mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que si on passe d'un sol nu ou cultivé avec assez peu d'apport de carbone à une prairie, on va augmenter le stock de carbone du sol ou la teneur. Et ça, c'est typiquement ce qui se passe dans un enherbement dans un vignoble ou dans un verger d'ailleurs. Et donc là, c'est en prenant les valeurs qu'on peut avoir en Alsace, donc ce qu'on a eu dans Ecovitisol. Donc là, il y avait l'enherbement permanent, où on arrive à des teneurs en carbone qui sont assez hautes. Vous voyez, on est entre 2 à 2,5 en carbone, donc ça en matière organique, ça veut dire qu'on est au-delà de 4 en moyenne. Et on a un effet très significatif par rapport à l'enherbement temporaire, où on peut avoir des augmentations, voilà, c'est moins de 30% de la teneur en carbone organique dans les sols, avec un enherbement permanent. Et donc, c'est des variations qui sont quand même vraiment significatives et très fortes par rapport à ce que j'ai vu par ailleurs. Donc, si on est en moyenne, alors là, j'ai pris une densité telle que je peux les avoir dans les sols agricoles du nord de la France. Donc, c'est probablement faux. Il aurait fallu mesurer les densités, mais c'est quand même un gros boulot. Donc, on serait sur les valeurs entre 55 et 67 tonnes de carbone par hectare dans les 30 premiers centimètres. Et donc là, on est quand même pas mal au-dessus de ce qui est donné sur la moyenne française. Mais l'Alsace, c'est aussi un vignoble dans lequel ils enherbent depuis longtemps. Enfin, Cyril pourra confirmer. Et donc, on est sans doute dans des enherbements assez anciens, avec des stocks de carbone qui sont très élevés.
Mais dans le RMQS, je ne suis pas sûr qu'il y ait de points dans les vignobles alsaciens. Donc, ces 35 tonnes dont je vous parlais tout à l'heure ne sont pas représentatives de ce qu'il peut y avoir en Alsace. Et donc, des variabilités qui peuvent être très, très fortes, parce que si on prend les valeurs les plus faibles ou les valeurs les plus fortes, on pourrait être du simple au triple quasiment. On va vraiment avoir des grosses différences de stock de carbone dans les sols de vignobles. Donc, il y a eu une expertise 4 pour 1000 qui a été effectuée par INRAE, donc qui a été publiée en 2020. Ça aussi, c'est trouvable sur Internet là, assez facilement. Je n'ai pas participé, je trouve qu'elle est très bien. Ils ont essayé de voir où est-ce qu'il y avait des potentiels de stockage additionnel de carbone dans les sols français. Et donc, ils ont identifié tout un tas de pratiques. Donc, il y a l'extension des cultures intermédiaires, l'agroforesterie, insertion ou allongement des prairies temporaires, nouvelles ressources organiques, haies et enherbement des vignes et vergers. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que les pratiques qui permettent d'augmenter les stocks de carbone dans les sols, identifiées par l'expertise 4 pour 1000, sont des pratiques dans lesquelles on augmente les entrées de carbone au sol. Donc, l'extension des cultures intermédiaires, c'est-à-dire que le sol va rester nu moins longtemps, il va y avoir des entrées de carbone tout au long de l'année, et donc ça va augmenter les stocks de carbone. Agroforesterie, ça va être pareil, avec une entrée de carbone via les arbres et aussi en fait via la végétation qui va se développer dans la bande d'arbres. Insertion, allongement des prairies temporaires, là c'est mettre de la prairie dans la rotation, donc là aussi des années où il y aura des entrées de carbone qui vont être très importantes. Alors, nouvelles ressources organiques, donc là c'est souligné nouvelles, parce qu'en fait il y a pas mal déjà d'amendements, et donc si on veut vraiment avoir un stockage additionnel, il va falloir mobiliser des nouvelles ressources. Donc il y en a des disponibles, il y en a en projet, notamment on est complètement nul en tri des déchets organiques en France par rapport à ce qui peut être fait en Espagne, donc il y a un vrai gisement. Donc là ça peut aussi augmenter. Et vous voyez l'enherbement des vignes et vergers. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut espérer donc un stockage de quasiment 0,2 tonnes par hectare et par an. Et ce que vous voyez, c'est que effectivement, c'est une pratique qui peut être vraiment très stockante par rapport aux autres. On voit que c'est quand même, bon, à part l'agroforesterie, c'est la deuxième la plus forte. Donc il y a un vrai potentiel pour stocker du carbone dans les vignes et vergers. Alors les haies, j'en ai pas parlé, mais bon, ça a aussi un potentiel. Et les haies, ça a aussi un potentiel parce que ça réduit l'érosion. Et donc là, à la fois, ça joue sur les entrées et aussi sur l'érosion. Alors, je vais avancer. Donc là, il y a donc un intérêt. Donc ça peut augmenter le stock de carbone dans les sols. Ça met du temps à être visible. Donc, un outil qui est tout à fait intéressant, c'est la modélisation pour simuler avec différents scénarios pour voir qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de gains de carbone dans une parcelle. Il y a un modèle qui s'appelle le modèle AMG, c'est un modèle de bilan unique. Les premiers développements, ça a été fait en 1945, donc c'est quelque chose qui n'est pas récent, mais en fait, ça marche très bien. Ça a été adapté dans les années 2000. Donc, c'est AMG pour Andriolo, Marie et Guéry, ces trois agronomes qui étaient basés à la station de Laon, je crois, et donc qui ont raffiné ce modèle et qui permet de simuler les évolutions de stock de carbone en prenant en compte les entrées de carbone et les sorties de carbone. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce modèle, mais ce qui est important dans ce modèle, c'est qu'ils ont conceptualisé le carbone du sol en deux compartiments. Un compartiment stable, donc, qui est considéré comme inerte à l'échelle de la simulation, donc typiquement une trentaine d'années ou une cinquantaine d'années, et un carbone qui est dit actif, et donc qui, lui, va être minéralisé, ou il est minéralisable sur les temps de la simulation, mais pour du carbone, hein, c'est-à-dire qu'on a des temps de résidence de l'ordre de 30 ans. Donc c'est actif, mais ce n'est pas quelque chose qui va être minéralisé sous forme de flush dans l'année. Et le problème qu'on a avec ce modèle, c'est que c'est difficile, quand on arrive dans un endroit où on veut faire un bilan unique, de savoir combien de pourcents il faut mettre de carbone dans l'actif et combien il faut mettre dans le stable. Et donc ça joue beaucoup sur le résultat de la simulation. Parce que si on met tout dans l'actif, le stock de carbone il va baisser très très vite. Si on met tout dans le stable, et là, au contraire, le stock de carbone il ne baissera jamais. Et donc, c'est un paramètre qui est sensible pour la simulation, qui est important. Il n'y avait pas de méthode pour initialiser ces deux compartiments. Et donc, ce qui avait été fait, c'était une initialisation par défaut, considérant que 65% du carbone
devait aller dans le compartiment stable, dans les sols agricoles. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé une méthode qui est basée sur l'analyse thermique Roqueval pour pouvoir déterminer dans tous les sols quelle est la quantité de carbone stable et actif qu'il fallait considérer. Donc, on prend un échantillon de terre, on l'analyse en analyse thermique Roqueval, donc c'est d'abord une phase de pyrolyse puis une phase d'oxydation. On a tout un tas de paramètres qui sortent de ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, qu'on injecte après dans un modèle d'apprentissage qu'on a appelé PartiSoc, parce qu'il partitionne le carbone organique du sol, donc sol organique carbone en anglais, en sa partie active et sa partie stable. Et en fait, c'est intéressant parce qu'après, on l'a validé en utilisant le modèle AMG. Et ce qu'on voit ici, c'est en gris, c'est la simulation par défaut. Et donc, sur le site de Carbernèse, en Bretagne, la simulation par défaut, elle est pas terrible parce qu'on surestime le stock de carbone et en fait, il décroît plus vite parce qu'il fallait qu'il y ait plus de carbone actif au départ que ne le disait la méthode par défaut. Donc, avec cet outil-là, on améliore la simulation d'évolution du bilan humique. Et c'est aussi ce qui est utilisé dans Ecovitisol, parce que là, j'ai utilisé pour la simulation, mais aussi, on peut aussi l'utiliser comme diagnostic et déterminer dans un sol quelle est la teneur carbone stable et en carbone actif, et donc avec un système de référentiel, de déterminer est-ce qu'on a beaucoup de carbone actif ou est-ce qu'on a peu de carbone actif. Si on a peu de carbone actif, en fait, c'est un problème, parce que ça veut dire que les micro-organismes n'ont pas grand-chose à manger, on a un sol aussi qui va avoir des conséquences sur la stabilité structurale, alors qu'inversement, si on a beaucoup de carbone actif, là, ça va être plus facile pour les micro-organismes. Le seul problème, c'est qu'il faudra ajouter plus de carbone pour maintenir le stock de carbone, mais quand même, a priori, c'est une bonne idée. Donc, quand on dit pourquoi s'intéresser au carbone du sol… il reste 5 minutes. Je ne sais pas où tu en es dans ta présentation. Non, c'est bon, c'est quasi fini. D'accord, parce qu'on laisse un peu le temps aux questions et aux échanges aussi là-dessus, avant 8 heures. Merci. Donc, pourquoi s'intéresser au carbone organique? Il y a une entrée qui est très forte, c'est ça qui a financé la recherche depuis plusieurs années, c'est par rapport au climat. Donc, si vous prenez le dernier rapport du GIEC, il y a les solutions d'atténuation du changement climatique. Vous voyez que la séquestration de carbone en agriculture, c'est quelque chose de tout à fait significatif. On est quasiment au niveau du déploiement du solaire ou de l'éolien, et en tout cas bien au-delà du potentiel à l'échelle globale du nucléaire. Donc c'est significatif, et c'est pour ça qu'il y a eu, c'est pris en compte maintenant dans le GIEC. Il y a eu une initiative 4 pour 1000, moi je ne vais pas développer, mais donc il y a un vrai enjeu climatique sur ça. Mais en fait aussi beaucoup d'autres très bonnes raisons de s'intéresser au carbone organique du sol. C'est parce que c'est ça qui va guider la fertilité chimique et également la structure des sols. Si on a un sol pauvre en carbone, il va avoir une mauvaise structure. Donc tout à l'heure, on a parlé de la méthode Le Bissonnet. C'est assez corrélé à la teneur en carbone dans un sol. Un sol qui a peu de carbone, il y aura une stabilité structurale qui va être plus faible, et ça se voit très bien avec la méthode Le Bissonnet. Pour l'activité biologique, comme c'est le garde-manger, ça va aussi être très important, et ça a aussi un rôle très important sur les flux et la qualité de l'eau, puisque la matière organique a un rôle de filtre pour l'eau du sol. Donc voilà, j'espère que j'ai été plus ou moins clair, et donc je vous laisse avec cette photo de vignoble pas enherbé. Désolé. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Pierre. Oui, cette photo, ça sent la Bourgogne quand même. Un terrain petit, beaucoup de cèpes et pas d'enherbement. Et ciel gris aussi, ça ne peut pas être la côte de Provence avec un ciel comme ça. Merci Pierre d'avoir tenu le timing. Je suis désolé de t'avoir pressé un peu sur la fin, mais c'est vrai qu'on arrive à 8h moins 10 et ça fait 2h20 que nos amis viticulteurs sont encore présents majoritairement. Merci. Alors, il y a des questions. Je vais te les poser. Je vais me faire la voix off du système. Donc, on le dégrade lentement. Donc, je pense que c'est le carbone. Peut-on le remonter rapidement grâce à des apports massifs de matière organique avant plantation?
Est-ce la solution la plus efficace pour la Provence où l'enherbement total n'est pas possible? Olivier de Victor, je te laisse commenter. On verra si Olivier veut en rajouter un peu. Donc voilà, est-ce qu'on peut pallier ce taux de carbone par des apports organiques massifs qui viendraient un peu pallier un enherbement qui ne peut pas être bien sûr permanent, voire même très important avec la compétition hydrique? Oui, alors si on dit on a 50 tonnes de carbone à l'hectare, et donc on veut augmenter ça c'est pas on va dire de 5%, ça veut dire qu'il faut amener 2 tonnes 5 à l'hectare. Bon, c'est beaucoup et souvent ça va se dégrader assez vite. Ça veut dire qu'apport massif, ça va être vraiment massif. Donc c'est possible, mais je pense qu'assez vite, on arrive à un problème de gisement, de biomasse. Donc ça marche, hein, si on apporte beaucoup de carbone, on va remonter le stock de carbone, mais c'est souvent du carbone qui est assez frais qu'on amène et donc qui se dégrade assez rapidement. Donc il faut sans doute répéter l'apport. Et donc, moi, je connais pas ce qui est disponible en termes de gisement pour la biomasse, mais je pense que ça peut aussi assez vite être une limite. Mais c'est sûr que c'est une possibilité. Alors, moi, si je peux faire un petit complément plus biologique au niveau du sol, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup de stockage du carbone dans les sols agricoles et que c'est vrai que une des principales pratiques qui peut améliorer ça, c'est notamment les amendements organiques. Quand on compare deux territoires viticoles que sont l'Alsace et la Bourgogne, on a en Alsace des gens qui enherbent systématiquement pour des problèmes historiques d'érosion, qui ont élargi leurs interrants pour éviter la compétition hydrique. Alors, ils ne sont pas en méditerranéen. Et ils ont augmenté leur taux de carbone de façon significative. Pierre l'a montré tout à l'heure là-dessus. En Bourgogne, on a à peu près le même stock de carbone, globalement, en tout cas en termes de quantité de carbone qu'en Alsace, sauf qu'on l'a avec beaucoup de travail du sol, et alors ce qui est antinomique avec le stockage, mais surtout beaucoup d'amendements organiques. Et là, on est à peu près sur 2,5% de carbone organique dans les deux territoires en moyenne. Donc on peut se dire, bah, c'est bien, nos objectifs carbone, on les atteint, on va continuer comme ça. Sauf que si on regarde la microbiologie, on voulait enlever de la présentation au début là, sur la comparaison des territoires. La microbiologie est très bonne en Alsace, elle est très mauvaise en Bourgogne. Et on pèse nos mots, puisqu'on habite, pour la plupart des gens des Covitisol, en Bourgogne, et notamment en Bourgogne du Nord, Côte de Nuit, Côte de Beaune. Ça veut dire que l'objectif carbone est un des objectifs, mais qu'il faut qu'il soit accompagné agroécologiquement. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit, entre guillemets, comme le disait Pierre, de la bonne matière organique avec du carbone actif qui nourrissent aussi les micro-organismes et qui, eux, vont en faire de la fertilité parce qu'ils vont le transformer en matière minérale nécessaire à la vie. Alors, bien sûr, ça ne répond pas à la problématique de l'eau, hein, même si, normalement, quand on augmente les stocks organiques, on améliore la structure du sol, donc la porosité, donc potentiellement aussi la réserve hydrique. Et que cette structure du sol, on l'améliore d'autant plus, c'est ce que montrait Aurélie tout à l'heure, avec les racines aussi d'une couverture végétale pérenne. Donc, les deux pratiques ne sont pas exclusives, hein. On peut faire de l'amendement organique et de l'enherbement, mais en termes de stimulation biologique, l'enherbement, c'est-à-dire un couvert végétal vivant, est plus stimulant pour la microbiologie et même pour la biologie en général du sol que simplement des amendements organiques qui sont en plus souvent combinés à du travail du sol pour détruire le couvert végétal. Donc voilà, donc il n'y a pas de réponse idéale, mais il faut savoir qu'il y a un objectif carbone combiné à un objectif agroécologique qui est aussi de stimuler la biologie du sol et ses fonctions. Alors une autre question, comment connaître la proportion de carbone organique stable ou actif dans une matière organique, enherbement, amendement, entrante dans le système sol? Comment connaître leur devenir une fois dans la matrice sol? La technique Roth-Keval marche-t-elle sur des matrices végétales ou humiques? En fait, c'est une question qui est assez… enfin, bon, voilà, ça appelle une réponse pas complètement simple. Si on reprend le modèle AMG, ça, c'est le compartiment en matière organique fraîche. Et ce que AMG considère, c'est que dans l'année, il y a une proportion de ça qui va être minéralisée et ce qui ne sera pas minéralisé alimentera le compartiment actif. Et donc, quand on a cette matière organique fraîche, suivant ce que c'est, il y en a plus ou moins qui va être transféré vers l'actif et donc plus ou moins qui va être minéralisé directement. Et donc, chaque matière organique fraîche a ce qui est appelé un coefficient isohumique. Donc l'enherbement, les amendements, ils vont avoir des coefficients isohumiques différents.
Et donc, si par exemple, on apporte une paille, on va considérer que dans l'année, il y en a 75% qui sera minéralisé, il en restera 25. Si on amène un compost, ce sera plutôt 50-60% qui vont rester et donc 40 à 50% qui vont partir directement. Alors après, un autre travail qui peut être intéressant, c'est d'évaluer par Océval ces coefficients isouniques. Mais ça, c'est de la recherche, quoi. Donc, enfin, c'est pas évident. Et donc, nous, ce qu'on va pouvoir voir en Roqueval, c'est le partitionnement entre actif et stable. Et donc, c'est après le processing de ces entrées de carbone. C'est-à-dire quand ça va être remobilisé en fait, par tout ce qui est micro-organismes. D'accord. OK. Alors, on a fini avec les questions écrites. Est-ce qu'il y a des questions à l'oral? Il nous reste encore 5 minutes. C'est un petit peu le temps de conclure. Alors, Olivier de Victor, enfin. 1,5% de matière organique retient 20 kg d'eau et 4% de matière organique retient environ 80 kg d'eau. Je ne vois pas où est la question, Olivier, si tu Ah, veux. mais c'est une précision enfin, ça met des ordres de grandeur intéressants. C'est-à-dire que là, il y a flux et qualité de l'eau. Et j'avais pas mis, mais effectivement, en fait, il y a aussi quantité d'eau, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là-dessus. Il faudra que je reprenne. Mais oui, je suis d'accord que la matière organique permet de retenir l'eau dans les sols. Alors, est-ce que on multiplie par 4, ça, je ne sais pas. Ça me semble un peu optimiste, mais bon, il faudrait faire le calcul. Les fonctions de pédotransfert, elles sont, ou qui permettent de relier quantité de matière organique et rétention d'eau, je crois, sont un peu moins optimistes, mais bon, peut-être que. Enfin voilà, il y a un travail à faire, mais effectivement, oui, plus de matière organique, plus de retenue d'eau. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut combattre les phénomènes de sécheresse par des stockages importants de matière organique dans les sols? Est-ce que ça marche systématiquement? Est-ce que l'eau reste disponible pour les plantes? Oh, en fait, bon, c'est compliqué pour moi de répondre à la question parce que je ne suis pas spécialiste de ça. Il y a eu, dans les cas de l'expertise 4 pour 1000, il y a eu des calculs qui ont été faits qui étaient pas, qui suggéraient bon, que ce n'était pas énorme. Cependant, il y a des gens, enfin bon, il y a un maraîcher que je connais bien qui, lui, est beaucoup plus enthousiaste et dit que ça l'aide beaucoup. Il n'irrigue pas et il s'en sort très bien. Et il dit grâce à ses teneur en matière organique. Donc, moi, j'ai du mal à répondre. Je pense que sur ça, en fait, il y a pas mal de gens qui ont démarré ou qui démarrent des recherches sur le sujet parce qu'évidemment, il y a une tension sur l'eau qui est croissante et le carbone permet de retenir un peu d'eau. Donc, est-ce que ça va tout changer? Est-ce que ça gagne de manière marginale ou est-ce que ça ne sert à rien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que j'en profite pour poser une question parce qu'il n'y en a plus dans le chat. C'est peut-être une question piège, mais elle n'est pas voulue pour être piège, Pierre, ce qui t'inquiète quand je te dis ça, donc je te la pose. Qu'est-ce que tu penses du biochar? Parce que le biochar, on en parlait il y a 15 ans, on l'avait un petit peu abandonné, ça revient. Je vois que ça revient avec des industriels qui essaient de transformer leurs déchets par pyrolyse pour faire du biochar et globalement les mettre dans les sols agricoles. Moi, j'ai un certain avis d'un point de vue biologique, parce que c'est un système assez inerte, donc biologiquement, pour moi, pas très actif. Et Alors, toi, je vais te poser la même question. Et en plus, il y a une entreprise de biochar qui nous ont contactés pour s'implanter en Provence. Donc, la question. alors, je ne le savais pas, hein, Antoine, mais Non, mais c'est parfait. nous, en mode recherche, on voit le biochar revenir, hein, parce qu'il était là il y a quelques années, on l'avait plus ou moins mis de côté. Mais voilà, Pierre, toi, quel est ton avis Bah, là-dessus? donc, Ah bah non. le biochar, c'est pour l'instant, c'est le seul moyen qu'on ait vu pour augmenter le carbone stable. Donc, effectivement, ça permet d'augmenter le carbone stable. Maintenant, le carbone stable, tout à l'heure, les micro-organismes, s'il est considéré comme inerte. Donc, pour les micro-organismes, ça ne sert à rien. Donc, pour la fertilité chimique, bon, ça ne va pas, sauf s'il y a un effet du biochar directement. Moi, ce que je ne vois pas pour le biochar, en fait, c'est le gisement. C'est-à-dire que en France, déjà, il n'y a pas tant de biomasse qui sert à rien, entre guillemets, parce que la biomasse, même quand elle sert à rien, en fait, elle est utilisée par les micro-organismes et ça crée de la biodiversité. Et il y a énormément de méthaniseurs qui sont mis en place avec des objectifs de développement de méthaniseurs très ambitieux.
Et donc, on ne va pas pouvoir faire du biochar et de la méthanisation et beaucoup de choses. Donc pas en Provence. Et est-ce qu'il y aura un vrai gros gisement de biochar? Je sais pas. Sur la filière française, pour l'instant, c'est une filière qui peine à se structurer. Et donc, voilà. Ensuite, le gain par rapport à restituer directement ces matières organiques au sol, euh, je ne suis pas, voilà. Je suis pas très bon, enthousiaste pour le biochar, mais en fait, c'est aussi quelque chose, les travaux montrent que c'est des choses qui peuvent être très utiles dans certaines régions du globe et à d'autres endroits qui peuvent pas être formidables. Et donc, c'est une évaluation vraiment au cas par cas. Donc, euh, bon. Mm. Alors, Mais en fait, moi, ce qui me fait peur en France, c'est le gisement, parce que là, il y avait encore un article où il va falloir des déchets agricoles et de forêt pour faire du carburant pour les avions. Là encore, je pense que c'est pas du tout à l'échelle. Et donc, bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas de gisement. merci Pierre. Alors, quelques petits commentaires dans le chat. Oui, déjà, pour la méthanisation, il y en a très peu dans le sud-est. Hein. C'est une des régions, partie de France, où la méthanisation se développe et est encore à développer. Alors moi, je ne dis pas que je suis pour, je ne suis pas contre, mais on étudie aussi ce que donnent les digestats, qui sont aussi fortement attendus en termes d'éléments d'amendement organique. S'il augmente le carbone stable, le biochar permet-il une meilleure rétention hydrique ou stockage d'eau? Globalement, oui. C'est ce qui est démontré en termes de rétention un peu d'eau. Après, quel volume par rapport à un autre type de matière organique, je ne suis pas à même de répondre. Et ce que nous dit Eric Navarro de Terre et Compost, mais les gisants de matière organique risquent de se réduire fortement à l'avenir. C'est ce que tu dis, Pierre, en fait. Après, moi, ce que je vois des fois, c'est que c'est carrément des déchets industriels qui sont pyrolysés et demandés, enfin, proposés en termes de biochar. Donc moi, ça me pose un autre type de souci, mais bon, il est déjà 20 heures, je pense qu'on c'est une discussion intéressante qu'on mènera sûrement par ailleurs. Je vais laisser le mot de la fin. Merci Pierre encore une fois de t'être rendu disponible à cette heure-ci. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire Ecovitisol. Et puis je vais laisser la fin au régional de l'étape, c'est-à-dire Antoine Macotte, pour, Merci. voilà, le mot de la fin à ce niveau-là. On espère qu'on n'était pas trop technique, ça vous a apporté des éléments d'information. Et puis pour ceux qui font partie d'Ecovitisol, on vous dit... Il y a une question sur le biochar quand même, sur qu'est-ce que c'est que le biochar? C'est quoi le biochar? Alors, Pierre, est-ce que tu peux donner une définition? Oui, c'est une combustion incomplète de la matière organique, donc c'est souvent formé par pyrolyse. Et donc pour ceux qui poussent le biochar, ils disent que c'est quelque chose qui est triplement gagnant parce qu'on récupère de l'énergie avec cette pyrolyse. On stocke du carbone dans les sols et on améliore la qualité agronomique des sols. Et ceux qui sont moins positifs disent que on produit de l'énergie, mais pas tant que ça, et pas plus que si on avait fait autre chose, que ça nourrit pas vraiment les sols et que le stockage est pas si long. Et il y a plusieurs centaines de milliers de publications sur le sujet. En tout cas, je confirme que ça ne Merci. suit pas la biologie des sols à ce niveau-là par rapport au biochar. Il y a peut-être un rôle physico-chimique intéressant, mais d'un point de vue biologique et écologique, le biochar n'est pas une matrice qui va nourrir notamment les micro-organismes. Imaginez-vous en train de manger une matière organique qui a déjà été presque pyrolysée. Antoine, Char, c'est pour charbon, hein. Donc c'est manger du charbon, c'est pas, voilà, c'est pas très sympa, même pour les bactéries. Un sujet qui est bien en débat. Et d'ailleurs, il y avait une entreprise qui m'avait contacté qui veut le faire, c'est pour valoriser les cèpes de vigne. Au lieu de les brûler sur la parcelle, et du coup, pour éviter de les épandre dues aux maladies, c'est en faire du biochar. Mais bon, techniquement, après, c'est assez compliqué. Surtout, le produit revient assez cher comparé à d'autres matières. Et du coup, merci aux intervenants. C'était très intéressant, parler enherbement et matière organique. On sait que c'est les bases pour essayer de progresser. Maintenant, pour ceux qui sont dans le projet Ecovitisol, ce qui sera intéressant, là, on va voir les résultats en novembre lors des restitutions collectives. Et justement, c'est de prendre toutes ces pistes d'amélioration et puis essayer de réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Évidemment, on ne pourra pas tout mettre en place, notamment dans les enherbements, mais il y a sûrement des bonnes idées à mettre en place ou à partager parce que certains ont déjà bien avancé sur le sujet.
Et c'est ça, qui sera très intéressant. Et après, là, j'ai un mot pour tous ceux qui ne sont pas dans le projet Ecovitisol. Si vous souhaitez, si ce sujet vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser mon mail dans le message, dans la messagerie. Et n'hésitez pas parce qu'ensuite, à la suite de ce projet Ecovitisol, on va essayer d'accompagner les viticulteurs pour essayer vraiment de coordonner, de s'approprier les pratiques pour qu'on puisse les mettre en place en Provence et puis réussir à avoir on va dire, une gestion des sols les plus durables possibles. Il y a sûrement plein de pistes à travailler. Et donc, pour tous ceux qui ont un peu loupé le train avec Ecovitisol, n'hésitez pas à me contacter et on vous tiendra au courant sur les projets à la suite et il y en aura d'autres, évidemment. Voilà, et merci encore à toute l'équipe d'Ecovitisol d'avoir organisé ce webinaire. C'est important d'avoir la recherche en Provence aussi. Merci à tous et Merci. Et merci de participer. retrouver ceux chez qui on allait échantillonner au mois de novembre pour une interprétation collective des résultats. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.